Bonsoir et merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Aloula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le Maroc grelotte sous une vague de froid exceptionnelle, mais ce temps ne semble pas dissuader les amoureux de la pêche à la ligne de s'adonner à leur passion sur le lac d'Agelmen Sidi Ali à Midelt, un espace grandeur nature qui leur offre une vraie bouffée d'oxygène. Demain vendredi, les Lions d'Atlas croiseront le fer avec les Lions indomptables du Cameroun, un match aux allures d'une finale avant la lettre. Aujourd'hui, au complexe Mohamed VI de football à Marmora, le 11 national a effectué une dernière séance d'entraînement sous la houlette du sélectionneur national Walid Regragui, qui en conférence de presse d'avant-match s'est montré optimiste quant au résultat final. Au moment où le CAN entre dans le dur, les supporters multiplient leurs déplacements entre les stades et les fan zones. À Casablanca, un dispositif spécial a été mis en place pour optimiser les transports en cette période de compétition. Avant de développer ces titres, un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le conseil a adopté un projet de loi relatif à l'organisation de la profession d'avocat. L'exécutif a également approuvé 2 projets de décret, le premier portant sur l'instauration d'une rémunération au titre des services fournis par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Et le second projet de décret porte sur la création et à l'organisation de l'Académie marocaine des métiers de l'aviation. Le Conseil a également examiné un accord entre le gouvernement du Maroc et le gouvernement de l'Ukraine, accord relatif au transport routier international, signé à Istanbul le 28 juin 2025, ainsi que le projet de loi portant approbation du dit accord. Vous avez dû le remarquer ou le ressentir, le mercure a fortement baissé sous nos cieux. La vague de froid s'installe de plus en plus dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie nationale dans un bulletin d'alerte. Avec des températures comprises entre -8 et -3 degrés, cette vague de froid est prévue à partir de demain vendredi et ce jusqu'à dimanche dans les provinces de Taza, Ouarzazate, Teroudant, Tinrir, Al-Haouz, Chichawa, Azilal, Bni Mellal, Ifran, Khnefra, Midelt, Boulmen, Sfro et Gersif. Et cet épisode de froid extrême ne semble pas pour autant dissuader les mordus de la pêche de s'adonner à leur passion dans la province de Midelt. Qu'il vente ou qu'il neige, ils se regroupent entre amis pour pratiquer la pêche à la ligne sur les eaux douces du lac Agelmen Sidi Ali. Une manière aussi pour eux de humer en cette période cet air hivernal qui revigore le corps et l'esprit. Voyez ce reportage d'Ahmed El Fadeli sur un commentaire de Maria Aoued. Ils sont venus de loin, bravant le froid, la tempête et l'immensité. Ce groupe d'amis partage une passion particulière, la pêche, mais pas n'importe laquelle, la pêche à la ligne dans la neige. Et c'est dans la région d'Agelmen Sidi Ali, au cœur de ce cadre unique, que l'hameçon est lancé, défiant le froid et le gel, car dans ces conditions extrêmes, l'endurance est aussi importante que la technique. La saison de la pêche à la ligne a coïncidé cette année avec l'hiver. Et comme cet hiver est rude, les conditions sont elles aussi difficiles. Mais pas de quoi nous décourager, au contraire. Nous sommes venus passer un bon moment de camaraderie dans ce très beau lac, très poissonneux. Et nous comptons bien ressortir de nos filets de beaux brochets. Malgré les conditions climatiques difficiles, nous voulions absolument être là et partager un moment de quiétude entre amis. L'essentiel pour moi est de profiter de ces paysages incroyables. Et il y a les adeptes de la pêche en eau douce, ceux qui ne renonceraient pour rien au monde à une telle activité. Qu'importe le prétexte, les voilà prêts à taquiner le poisson.
J'ai commencé à pratiquer la pêche en 1969 et c'est maintenant une passion dont je ne pourrai jamais m'abstenir. D'ailleurs, dès que les copains m'ont dit de les rejoindre ici, je suis venue en courant car je ne pouvais pas rater un tel moment. Au cœur de ce lac gelé et dans des conditions pareilles, chaque lancer est un défi, chaque prise une victoire, mais qu'importe au final, car seul compte le plaisir de pêcher. Les récentes chutes de neige et précipitations dans différentes régions du royaume ont redonné espoir aux agriculteurs. La campagne agricole s'annonce très prometteuse et vous allez le voir, les dernières pluies ont revigoré plusieurs cultures automnales dans la province d'Azilal. Reportage, Ahmed Al-Alaoui, Abdel Ali Igad et Zakaria Moukinbillah. Des cours d'eau et des affluents au débit renforcé suite aux dernières précipitations. Dans la province d'Azilal, ces pluies apportent du baume au cœur des agriculteurs. Tout en espérant faire une bonne saison, les agriculteurs s'attendent à être soulagés d'une partie des charges d'irrigation. Dans ces exploitations d'oliviers ou d'amandiers, les apports hydriques sont très bénéfiques à la croissance du fruit. Nous avons eu d'importantes précipitations. Cela fait des années que nous n'avons pas eu autant de pluie. Cette saison s'annonce prometteuse. À partir de janvier, nous n'avons en général pas de problème pour l'irrigation. Mais de mai à septembre, nous faisons face à une pénurie d'eau. Pour cette saison, je pense que nous n'aurons pas de problème. Les exploitations dédiées aux cultures maraîchères ont également profité des précipitations, surtout les cultures automnales. La province d'Azilal a enregistré près de 300 mm. L'année dernière, nous n'avons eu que 55 mm à la même période, soit une augmentation de 450%. Cela a des effets positifs sur les cultures automnales, avec davantage de surfaces qui y sont consacrées, ainsi que sur les arbres fruitiers, en particulier l'olivier. En plus de bénéficier aux activités agricoles, les récentes précipitations contribuent à renforcer les eaux de surface et de la nappe phréatique. Un facteur propice également au développement des pâturages et des activités d'élevage qui constituent avec l'agriculture les sources principales de revenus des populations rurales. Comme tous les soirs, on vous fait vivre les temps forts de la CAN 2025. Les quarts de finale sont programmés demain et samedi. Ils offriront aux supporters africains de très belles affiches. Maroc-Cameroun sera d'ailleurs un des chocs de ces quarts de finale. Ce duel des Lions s'annonce des plus prometteurs. Pour nous en parler, nous avons avec nous notre invité ce soir, Monsieur Drissa Niono, journaliste malien au journal Le Buteur. Bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Bobel, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on revient à vous dans quelques instants. Nous allons parler des derniers entraînements des Lions de l'Atlas. C'était au complexe Mohamed VI de football aujourd'hui. Ils ont peaufiné leur préparation malgré son forfait pour le reste de la compétition. Azdine Ounahi, souffrant d'une déchirure au niveau du mollet, reste dans le groupe. Il ne quittera pas la sélection jusqu'au terme de la compétition. C'est pour peut-être remonter un petit peu le moral également des joueurs. Tombeur de l'Afrique du Sud en 8e, le Cameroun s'annonce comme un adversaire redoutable, mais pas insurmontable. Sur le papier, le Maroc n'a tout simplement pas perdu depuis 2009 à domicile en compétition officielle face au Cameroun, mais le Cameroun n'a jamais perdu face au Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations avec 3 victoires et un nul. Et en conférence de presse ce matin, le sélectionneur national Walid Regragui se dit très confiant. À ce niveau de la compétition, la confiance et le mental sont primordiaux. La moindre erreur pourra se payer cher, a-t-il averti. Écoutons ses propos. C'est un choc continental. Le Cameroun, on n'a pas besoin de les présenter. Voilà. Nous, on a, comme d'habitude, l'objectif et l'ambition d'aller le plus loin possible chez nous. On sait que ça va être encore un match à élimination directe qui va être difficile. On a vu que les matchs à élimination directe ont été difficiles pour beaucoup d'équipes. On sait que le Cameroun, voilà, c'est en CAN ou en Coupe du Monde, c'est une grande nation qui a porté l'Afrique. Et ils sont au rendez-vous.
comme on les attendait. Maintenant, voilà, ça va être un gros match. On espère montrer un beau visage du football africain et on va tout donner pour aller en demi-finale comme espéré. On fait le point tout de suite dans notre chronique spéciale Cannes 2025 en compagnie, nous le disions, de notre invité Drissa Nuno, journaliste malien au journal Le Buteur. Drissa Nuno, bonsoir. Alors, le Maroc, pays organisateur, aspire à décrocher bien entendu le titre. Le chemin est certes plein d'embûches. Maroc-Cameroun a toujours été donc un duel très disputé entre les deux nations. Ben, tout à fait, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je pense que Walid en conférence de presse il exprime que ce serait un match difficile et les matchs à élimination directe l'ont toujours été, et je pense que ce qui peut également faire la différence, c'est quand on joue à domicile, on a également ce 12e homme là, et donc qui peut apporter de surplus à l'équipe en la supportant, et je pense que pour ce match, c'est vrai, ça va être quand même deux équipes qui ont certes des individualités à faire valoir. De l'autre côté, on a pour le moment, du côté marocain, je veux dire, Brahim Diaz, qui est l'un des meilleurs joueurs de la compétition actuellement. Mais il ne faut pas oublier, côté camerounais également, on a un homme comme Brahim Bomo, qui joue à Manchester United et qui a une certaine individualité. C'est vrai quand même, ça va quand même être un duel intéressant à suivre face à Mazraoui, à mon avis, qui part pour être aligné sur son côté, et avec la présence de Hakimi et donc dans l'effectif du Maroc. Donc ce sera deux formations. C'est vrai, quand on regarde les deux formations, le Cameroun quand même arrive avec une formation assez jeune, alors que le Maroc l'effectif a un certain vécu ensemble, même si du parcours de la Coupe du Monde à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Oui, l'effectif a été rajeuni, avec également des jeunes. Maintenant, je crois que côté marocain, c'est ce qui est, en tout cas de plus, c'est l'absence. Et donc d'Azni Ounaï, qui est la pièce maîtresse du milieu marocain, qu'on a vu également très brillant. Et face notamment, qui sont absents malheureusement. Face notamment, je crois, à la Zambie. Et à mon avis, d'ailleurs, quand on remarque un peu l'évolution des conférences de presse du sélectionneur Walid Regragui depuis sa blessure, je pense que le discours d'humilité est arrivé, et c'est important parce que Azzedine faisait partie des cadres de l'équipe. Il a une place importante, et là aujourd'hui il n'est pas là. On a senti déjà son absence face à la Tanzanie. Et là, c'est face au Cameroun que j'ai vu également beaucoup plus discipliné face à l'Afrique du Sud. Et donc, lors du 8e de finale, certes, ils ont une jeune équipe, mais là, ils sont arrivés dans des dispositions comme le Maroc en Coupe du Monde 2022. Malheureusement, c'est le cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais en tout cas, ce sera quand même un très bon duel à suivre. Alors, ces quarts de finale donc, offrent de grandes affiches. Il faut dire que ce seront donc 4 très beaux matchs avec une ambition commune. Bien entendu, c'est d'aller à la finale et de remporter le trophée. Ben justement, mais la particularité, c'est que parmi toutes ces nations présentes, il y en a une qui n'a jamais gagné. Ça, c'est mon pays. C'est le Mali. Le Mali, bien évidemment. Et quand on regarde, c'est que c'est pour la première fois, hein, on retrouve, entre guillemets, dans le top 10, les 8 meilleures nations au classement dans le 8e finale, en quart de finale. Donc quand tu regardes la première place à la 7e place au classement FIFA, aujourd'hui, et même au niveau africain, les 7 sont présents. Le 8e, c'était la Tunisie, battue par le Mali, qui occupe actuellement, malheureusement, heureusement pour nous, la 10e position. Et c'est le pays également qui aspire à inscrire son nom également au palmarès de la compétition. En tout cas, ce sont des belles affiches. Des belles affiches qui vont permettre également à notre compétition commune de grandir encore plus. On peut dire aussi qu'il n'y a pas eu de surprise, donc les meilleures équipes sont là. Ben, tout à fait, tout à fait. Maintenant, quand les conditions sont réunies et quand les équipes sont bien logées, ils ont les infrastructures qu'il faut pour s'entraîner confortablement, et je pense qu'il n'y a pas non plus assez d'absence. À mon avis, au sein des différentes équipes, c'est que tout le monde est arrivé avec ses meilleurs joueurs, entre guillemets, dans la compétition. Maintenant, c'est qu'au fil de la compétition, l'effectif peut évoluer en termes de suspension ou de blessures au cours de la compétition. Mais je pense que cette compétition, vu le niveau
d'organisation et les conditions qui ont été mises, les joueurs étant dans les meilleures dispositions et toutes les sélections étant bien logées, ça favorise également surtout les nations les mieux organisées. On en voit également, ce sont les nations les mieux organisées qui sont également à ce stade de la compétition. Drissa Ngueno, vous restez avec nous. Les Lions indomptables camerounais ont assuré leur qualification au terme d'un match intense, rappelons-le, face à l'Afrique du Sud, marqué par une forte rivalité et beaucoup d'engagement. David Pagou, le sélectionneur de l'équipe du Cameroun, reconnaît la force du Maroc. On l'écoute. Le Maroc, c'est le favori naturel. C'est le favori naturel et vous allez le constater parce que le stade sera full et ce sera le rouge avec un drapeau vert au milieu. Donc, mais on va venir jouer avec nos forces, avec nos qualités et voilà. Justement, ils vont venir jouer avec leurs forces et leurs qualités parce qu'on a vu depuis la fin de la phase de groupe, lors des huitièmes de finale, il a changé de système, il est passé à 3 derrière. Et là, avec des pistons à gauche, et lorsqu'ils n'ont pas de ballon, ils défendent à 5. Et là, dans les transitions, ils sont rapides. Et c'est dans ce genre de situation également où ils ont mis à mal l'équipe de l'Afrique du Sud. Maintenant, j'ai également suivi le duel Côte d'Ivoire-Cameroun à Marrakech. Voilà, justement, c'était une très belle rencontre. Mais là également, ils ont eu la balle de match en fin de partie, mais malheureusement, la dernière passe en direction de Mbeumo n'était pas bien assurée. Et là, ils sont passés tout près. Mais je crois, face au Maroc, c'est qu'il parle d'humilité, parce que c'est vrai qu'il arrive 2 mois seulement, on peut dire même 2 semaines avant la compétition, parce qu'il était adjoint. Pagou, il devient le principal. Et là, il arrive avec une équipe jeune. Et face au Maroc qui joue à domicile, logiquement, on va mettre le Maroc comme favori, étant également l'équipe qui a été demi-finaliste, qui avait une certaine régularité en termes de résultats. Mais je pense qu'il est en train de jouer, et lui aussi a l'humilité, pour essayer également de se... Alors, Drissa Ngueno, demain, votre pays, le Mali, entre donc en lice face à une grande équipe aussi, le Sénégal. Tout à fait. Alors, parmi ces 8 équipes, vous le disiez tout à l'heure, le Mali est le seul pays à n'avoir jamais décroché de Coupe d'Afrique des Nations. En 4 rencontres disputées, par contre, les Aigles ont concédé autant de matchs nuls, tout en parvenant à se hisser en quart de finale. Quelles seront les chances du Mali demain? Bon, je crois qu'on a notre chance également. C'est vrai, ce sera un derby régional face au Sénégal, que ça fait d'ailleurs longtemps qu'on n'a pas encore battu. C'est vrai que quand tu regardes les derniers résultats, c'est en faveur du Sénégal. Maintenant, c'est que par rapport aux dernières compétitions, le Mali a un peu évolué dans sa façon de jouer. Parce qu'avant, lors des compétitions, quand on arrive, on avait pour la plupart des joueurs qui venaient de l'académie, qui partaient en Europe. Ils avaient une certaine technicité et jouaient le football, mais ils étaient un peu naïfs. C'est qu'il y a ce manque de concentration là également qui les accompagnait au fil des compétitions ou sur un petit détail. Et on encaissait un but, soit dans les 10 dernières minutes ou en fin de partie, comme on a vu face à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on a un sélectionneur qui est beaucoup plus pragmatique, qui est à la quête des résultats. Et quand on part en une compétition, à la fin, c'est vrai, quand vous jouez bien en phase de groupe, on va dire que vous jouez bien, mais que si vous éliminez, tout le monde vous oublie. Mais là, je pense qu'on est dans une... Ils sont, entre guillemets, en mission, en mission de quête à travers le pragmatisme et un résultat. Et pour le moment, ça s'y est bien, et donc à l'équipe du Mali. Et face au Sénégal, ce serait extrêmement difficile parce que c'est une équipe qui a des grands joueurs, qui ont grande expérience également, qui ont remporté cette compétition il y a de cela quelques années, et dont les cadres également sont là. Je pense notamment à Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly qui sera également là à la défense. Mais je pense que ça va se jouer, à mon avis, également au milieu de terrain où les deux formations ont des jeunes joueurs qui ont une certaine qualité, et l'équipe qui parviendra à prendre le dessus au milieu, à mon avis, fera la différence demain. Alors, le Mali a rallié, rappelons-le, les quarts de finale au bout d'un match très engagé face à la Tunisie. Les Aigles du Mali ont su répondre par une grande intensité physique et une solidarité constante dans tous les compartiments du jeu avant de l'emporter au tir au but. Alors, écoutons le sélectionneur de l'équipe du Mali. Le Sénégal, pour longtemps, c'est un des grands pays de football africain.
très stable, toujours de haut niveau. On a maintenant 6 jours pour préparer tout. On doit voir plus en vent qui est disponible parce que jouer 120 minutes avec 10 joueurs contre 11, ça prend énergie. C'est bien qu'on a 6 jours. Le staff médical va faire leur travail et les analystes vidéo vont préparer leur analyse. On va discuter avant le match tout. Sénégal va être le favori, mais ok, Maroc est le favori contre nous, Tunisie est le favori contre nous. On n'a jamais peur de notre équipe, on respecte les autres et on va préparer une stratégie qu'on pense que c'est la meilleure pour rester dans le tournoi parce qu'on veut rester jusqu'à la fin, on a dit ça tout le temps. Idrissa Gnono, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, a affirmé aujourd'hui à Tanger, parce qu'ils sont à Tanger, bien sûr, le match se jouera à Tanger, que le quart de finale face au Mali s'apparente à un derby. Quel est votre avis? Oui, je le disais tantôt, c'est un derby. Mais il ne faut pas non plus oublier que ces deux nations ont quasiment les mêmes valeurs et ils ont des habitants, des populations qui vivent ensemble, que ce soit des Maliens qui vivent à Dakar ou des Sénégalais qui sont à Bamako. Je pense que Pop Thiaw, dans sa déclaration, a également parlé de cet aspect. Et lui, il en est la parfaite illustration parce que son père est sénégalais et sa mère est également malienne. Et donc, entre les deux, il n'y a pas à choisir. Je pense que j'ai beaucoup apprécié son discours parce que c'est un match de football. Et une compétition, il va en rester un. Et au-delà de tout, il va falloir que ça se joue. Il faut un gagnant et un perdant. Il faut que ça se joue sur le rectangle vert et non pas attiser une autre forme dans la rencontre. Je pense que c'est important, ce serait un derby. Et voilà, donc c'est vrai, même si je souhaite que mon pays il gagne demain, ce ne serait pas non plus facile face à une très très belle équipe du Sénégal, comme je l'ai souligné tantôt. Alors on va rappeler donc le programme. Demain vendredi, Mali-Sénégal, c'est au Grand Stade de Tanger à 17h. Et puis plus tard à 20h, le Maroc retrouvera le Cameroun au stade Moulay Abdellah de Rabat. Et en ce qui concerne le programme des quarts de finale, il se poursuit donc samedi avec à 17h Algérie-Nigeria au Grand Stade de Marrakech. Puis à 20h, c'est l'Égypte qui affrontera la Côte d'Ivoire au Grand Stade d'Agadir. On revient à vous, Idrissa Gnono. Donc la CAN 2025 entamera donc sa 3e et dernière semaine. Vous êtes au Maroc depuis le début de la compétition. Vous avez suivi de nombreux matchs. Demain, vous allez vous rendre, bien entendu, à Tanger pour ce match donc face au Sénégal. Un mot sur l'organisation et l'infrastructure dédiée à cette grande fête du football africain. Alors tout d'abord, j'aurais dû commencer d'abord par ça, c'est dire un grand merci, et surtout au Maroc pour l'organisation. On dit un grand bravo surtout par rapport à tout ce qui a été mis pour élever le niveau de la compétition, et c'est juste magnifique. Moi, je suis là depuis le 18. J'ai eu la chance de regarder beaucoup de matchs. J'ai été à Casa pour le match. J'ai été d'abord à Rabat pour le match d'ouverture lors de la cérémonie, une cérémonie magnifique. Ensuite, j'ai été à Casa pour suivre le match du Mali face à la Zambie. Et après, j'ai continué mon chemin pour aller à Tanger. J'ai eu la chance de regarder Sénégal RDC, très belle opposition. Après, j'ai pris direction Fès pour aller regarder Nigeria-Tanzanie, où là également il y avait un très bon duel entre deux formations. J'ai suivi le parcours pour aller également à Marrakech, où j'ai regardé le match Côte d'Ivoire-Cameroun. Là également, c'est bon. Partout où j'ai été émerveillé par l'accueil des Marocains. C'est que les populations sont accueillantes. C'est un pays d'hospitalité et qui a montré à tout le monde, que ce soit supporters, journalistes, et que tout le monde est chez lui, dans un pays africain, en terre africaine. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué.
Et je crois que c'est une très très belle organisation. On espère que ça va continuer ainsi. Et comme on l'a vu, tout est réuni, que ce soit au niveau des journalistes. On a également des places magnifiques où on peut travailler, avec également des conditions qui nous permettent de travailler valablement. On voit également la sécurité également qui accompagne, qui dirige, qui également conseille pour favoriser également les entrées au niveau des stades. Donc j'ai pu remarquer tout ça là. Et franchement, je crois que c'est l'une des meilleures, sinon la meilleure en termes d'infrastructure, on a vu. Parce qu'avant, quand il pleuvait lors des compétitions, on se souciait. Effectivement, la pelouse. Et justement, est-ce que le match allait être interrompu ou pas. Mais là, tout est réuni pour que les joueurs, les athlètes soient dans de meilleures conditions et les supporters puissent arriver au stade, suivre le spectacle, ensuite retourner en toute sécurité à la maison. On y prend du plaisir partout où on passe, on y prend du plaisir. Donc c'est que j'ai eu la chance également de visiter cette stade. Maintenant, je souhaite, Inch'Allah, après le match contre le match Mali-Sénégal, m'y rendre à Agadir, parce que c'est le seul site d'ailleurs que je n'ai pas encore visité lors des compétitions. Mais j'espère en tout cas aller suivre ce duel entre des Ivoiriens et Égyptiens là-bas, Inch'Allah. Drissa Gnono, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste malien au journal Le Buteur. Merci. C'est moi qui vous remercie pour la confiance. Merci. De belles affiches qui nous... De belles affiches donc qui nous tiendront tous en haleine, tout notre soutien à notre 11 national pour cette nouvelle aventure camerounaise. On se donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode de la chronique demain. Et à l'heure où la CAN entre dans le dur, les supporters des différentes équipes multiplient les déplacements pour répondre à leurs besoins de transport en cette période. À Casablanca, un dispositif spécial a été déployé avec à la clé le tramway, le busway et les lignes de bus. Autant de moyens de transport qui desservent à la fois le complexe Mohamed V et les fan zones. Regardez ce reportage signé Amin Mkhida sur un commentaire de Maria Aoued. Bus, busway, tramway, train, Casablanca dispose d'un réseau de transport dense et très bien structuré. L'offre est pensée pour faciliter les déplacements quotidiens et répondre aux besoins spécifiques des supporters pendant la CAN. Mais le dispositif ne s'arrête pas là. Il comprend des cartes de transport multilingues servant à orienter les voyageurs sur l'ensemble du réseau. Des hôtesses d'accueil sont également mises à contribution pour aiguiller nos invités, de jour comme de nuit. Pour faciliter les déplacements des supporters, partout dans la ville, il y a des bus, des tramways, des busways, qui desservent notamment le stade et les fan zones, sans oublier les équipes d'accompagnement qui orientent les voyageurs selon leurs demandes. Des cartes de la ville et des transports en commun sont également distribués pour faciliter la mobilité. Ici, le transport, c'est un peu facile. Pour la population, là quand même, il n'y a pas trop de difficultés là-bas. Là-bas, ça fonctionne très bien. Capable d'absorber les flux massifs de supporters, le tramway, ses lignes T3 et T4 totalisent désormais 98 km. Deux lignes de busway desservent eux aussi Darbouizza et Ouled Azzouz. Le réseau de bus a lui aussi été restructuré et modernisé afin d'assurer une desserte fluide des stades, des fan zones et des lieux d'hébergement. Au niveau du transport, je pense que c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Voilà. En ce qui concerne le transport, que ce soit le tramway, le bus, en tout cas, nous avons vu que la circulation est vraiment fluide et facile à accéder dans tous les paramètres. Que ce soit les grands taxis ou les petits taxis, en tout cas, ça va.
Riche de cette organisation structurée et efficace, Casablanca confirme une fois encore sa capacité à accueillir de très grands événements sportifs, et ce, dans les meilleures conditions, en offrant aux supporters une mobilité simple, fluide et sécurisée. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Dernier mot, bonne chance au Lions de la Tasse demain face au Cameroun. On se retrouve demain à 18h30.